aussi nombreux aujourd'hui. Donc, c'est notre première émission live dans le cadre de notre page Facebook de la SOMNA. Donc, pour cette première émission, on a choisi comme thématique l'impact de la pollution sur la santé. Alors, cette émission va être un rendez-vous mensuel. On sera amené donc régulièrement à avoir les bons conseils du docteur Amin Gasmi, une fois par mois. Donc, au fur et à mesure, on vous informera des dates. Vous pouvez nous suivre sur notre page donc pour pouvoir avoir les différents rendez-vous. Donc, je vais te présenter Amine pour ceux qui te connaissent pas, bien que la plupart te connaissent très bien. Donc, Dr Amin Gasmi est docteur en nutrition et physiologiste. Et il porte les trois casquettes, donc la casquette de clinicien, de chercheur et de formateur. C'est un puits de savoir et on se lâche jamais de t'écouter et écouter tes bons conseils. Donc, Amine, ce soir, tu vas nous parler de la pollution et l'impact sur la santé. Est-ce que tu peux nous dire, nous définir qu'est-ce que c'est que la pollution et quels sont les différents types de pollution? Bonsoir tout le monde, merci beaucoup Petit Sam. C'est une thématique qui est très intéressante sur la pollution et qui est de plus en plus d'actualité, comme vous le savez. Donc la problématique de la pollution ne tourne pas autour uniquement de ce que l'on pourrait considérer, parce que d'habitude, quand on pense à la pollution, on pense directement à l'air qui est pollué, à l'eau qui est polluée, ou même, c'est un peu moins intuitif, mais on va dire aussi la pollution chimique, mais également la pollution de tout ce qui concerne donc les ondes électromagnétiques, la pollution lumineuse également, avec les lumières artificielles, avec les écrans, etc. Toutes ces problématiques-là vont impacter la biosphère en général, pas uniquement l'être humain, mais la biosphère en général, que ce soit les animaux, les végétaux, et puis toute la biosphère aussi marine, hein, donc les coraux, par exemple, on a, depuis quelques dizaines d'années, on a vu disparaître à peu près 50% des coraux, ce qui est extraordinairement complexe comme mécanisme. Donc, quand on passe par toute cette biosphère et l'impact de tout type de pollution là-dessus. Et donc ici, ce qui va nous intéresser le plus, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et transdisciplinaire et multidisciplinaire, donc ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'impact de la pollution sur la santé humaine. Oui. Ce qu'on va aborder dans cette partie, dans cette petite émission, à notre échelle, c'est vraiment la pollution chimique qui passe donc à travers la pollution de l'eau, la pollution de ce qu'on mange, et également la pollution aérienne, donc qui est aussi chimique, à travers ce que l'on respire et l'impact que ça a sur notre santé, et comment on fait justement pour pouvoir surmonter ne serait-ce qu'une partie de cette pollution. Tout à fait, exactement. Donc, Amine, par rapport à tout ce que tu as indiqué et l'impact de la pollution, parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre des choses très particulières, effectivement, de par le monde. On voit juste le changement climatique, etc., qui aujourd'hui, on est au mois de novembre. Au Maroc, en tout cas, aujourd'hui, il fait très chaud. Je voudrais que tu nous dises, en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres? Oui, effectivement. Donc, si on prend une classification, rien qu'une classification par rapport à l'âge, par exemple, on a déjà les enfants et les personnes âgées qui sont les plus sensibles. Les enfants parce que ils ont un système respiratoire et un système immunitaire, et également un système d'élimination ou de détoxification qui est en cours de développement. Et alors, il y a aussi les personnes âgées où ces différents systèmes-là sont en cours de dégradation aussi, de déclin, de vieillissement. Et puis, si on prend une autre classification de la population par rapport aux situations physiologiques également, les situations physiologiques particulières,
on a par exemple les femmes enceintes qui sont plus vulnérables, voilà, que ce soit pour la femme elle-même ou pour le bébé également, hein. Et alors il y a aussi toutes les personnes qui sont malades, qui ont des pathologies en général chroniques. La plupart des pathologies chroniques impactent la sensibilité à la pollution, notamment les maladies métaboliques, type syndrome métabolique en général, et puis également tout ce qui touche au foie et au rein, parce que ce sont quand même les deux grands organes d'élimination, et le foie est l'organe de détoxification par excellence. Et puis toutes les pathologies qui touchent au système immunitaire, donc que ce soit les maladies auto-immunes, inflammatoires, le cancer, les allergies et les défenses anti-infectieuses également. Donc, ce sont les 5 fonctions, on va dire, du système immunitaire, et qui, lorsqu'elles sont impactées par différentes problématiques, que ce soit pour la génétique ou des maladies acquises, on voit une diminution de la capacité de l'organisme à faire face aux polluants et à se débarrasser de ces polluants. Pouvoir les éliminer, d'accord. Exactement. Et donc, si je comprends bien, c'est vraiment un problème de santé publique, la pollution aujourd'hui, on est bien d'accord. Absolument. Donc, c'est un vrai problème de santé publique parce que ça touche à peu près toutes les maladies. Oui. Et ça a une interaction avec non pas juste l'environnement, parce que quand on pense pollution, on pense à l'environnement qui est pollué et son impact sur notre santé. Ça interagit également avec notre génétique et au passage aussi avec le microbiote. Donc il y a maintenant une vraie sélection naturelle qui est en train de s'opérer, qui n'est pas visible, mais qu'on voit. C'est pour ça qu'au départ, j'ai commencé par parler notamment des espèces marines qui disparaissent de plus en plus, des espèces animales aussi, des espèces végétales, les coraux également, parce que là, ça apparaît, là, on le voit. Chez l'humain, on a quand même un certain nombre de garde-fous, on a une espérance de vie qui est relativement bonne, du moins dans des pays. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que la génétique a un impact extrêmement puissant sur la sensibilité ou la résistance à la pollution des individus. On a des profils qui sont extrêmement sensibles à la pollution et qui vont être extrêmement impactés, hein. Je peux citer un exemple. On a 3 mutations sur 3 enzymes de la détoxification. Donc, la détoxification se fait par le foie, et cette détoxification se fait à travers un certain nombre d'enzymes. Sans rentrer dans des détails techniques, mais on a 3 mutations qui, si elles sont ensemble chez une personne, elles peuvent augmenter le risque de certains types de cancers de 10, 20, 30 fois plus. C'est pas du tout négligeable. On n'est pas sur des augmentations de risques relatifs de 20% ou 50%. C'est vraiment quelque chose qui, épidémiologiquement parlant, extrêmement puissant. Donc ça, c'est pour ne parler que de l'interaction génétique avec la détoxification, mais on peut parler de tous les autres processus. On a parlé du système immunitaire, donc l'inflammation par exemple. On peut avoir aussi des mutations qui peuvent exacerber l'inflammation, et comme vous savez, toutes les substances et les composés qui sont considérés comme des polluants sont aussi pro-inflammatoires. Voilà, et ça c'est juste des exemples. Et puis après, on peut voir dans chaque fonction de l'organisme quelles sont les personnes qui sont les plus vulnérables par rapport eu égard à leur génétique. Et ça permet de comprendre que on a un impact majeur de la pollution qui n'est pas maintenant quantifié. Il n'y a aucune étude qui quantifie réellement les tenants et les aboutissants par rapport à ce sujet-là. Et le fait de prendre en compte ça et d'essayer de disséminer, comme on essaie de le faire à une petite échelle, du savoir du savoir pratique pour inciter les gens à prendre un certain nombre de mesures, ça permet justement de diminuer l'impact de la pollution
la population en général, et ça diminue également quelque chose de très important, puisqu'on parle de santé publique ici et de politique publique. Ça permet de diminuer le coût de sanitaire, de Oui, prise en charge bien sûr. de ces populations. Alors concrètement, Amine, on parle du problème, mais maintenant on veut que tu nous proposes des solutions. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, justement, en nutrition, micronutrition, Oui. pour pouvoir pallier à tout ça et voilà, des conduites à tenir. Oui, donc les solutions, déjà, il faut bien préciser que les solutions par rapport à la pollution sont systémiques. C'est-à-dire, ça ne dépend pas juste de l'individu. Et ça ne dépend pas juste des mesures d'hygiène de vie, de style de vie, d'alimentation, de micronutrition. C'est systémique. Donc, le fait d'améliorer par exemple, les conditions de production, les process industriels, les systèmes de mettre en place des systèmes de ventilation partout, la purification de l'air, le traitement des eaux, le traitement des déchets, etc., etc. Donc le fait, par exemple, de mettre, il y a un certain nombre de plantes qui sont extrêmement intéressantes, des plantes de l'intérieur, hein, qu'on peut mettre dans les grands espaces, par exemple, pour pouvoir aider à filtrer l'air et à capter à fixer certaines substances toxiques. Donc tout ça, ce sont et d'autres mesures aussi sont des mesures systémiques qui se font même, donc on dit à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle même transnationale. Mais à l'échelle individuelle, les personnes peuvent déjà commencer par des mesures qui peuvent être très efficaces. On a des études là-dessus. On a des études chez les personnes qui sont les plus vulnérables. Je prends l'exemple que j'avais donné tout à l'heure par rapport par exemple, à ces trois mutations qu'on peut avoir sur certaines enzymes de la détoxification. On a des enzymes une enzyme qui s'appelle GSTM1 et une autre qui s'appelle NAT2 et une autre qui s'appelle CYP1A2. Quand on a un certain nombre de mutations sur ces enzymes-là, pour prendre l'exemple précis pour vous expliquer ce que peut faire vraiment une conduite à tenir bien suivie, quelqu'un qui fume et qui a des mutations sur ces trois gènes qui codent pour ces enzymes de la détoxification, il a 20 fois plus de risque de cancer du poumon. Et, c'est en quelque sorte, ça explique un petit peu, en partie du moins, pourquoi certaines personnes peuvent fumer très longtemps et rester en bonne santé et vivre assez longtemps, voilà. Et pour d'autres qui peuvent juste s'exposer à la fumée de tabac et ne pas être des fumeurs et avoir des maladies quand même. Voilà. Donc c'est des mesures de ce genre-là. Donc déjà, on a commencé par parler donc du tabac. Le tabagisme est un véritable fléau et les mutations dont je vous ai parlé, il y en a une qui existe chez une personne sur deux. Oui, donc sur 50%. GSTM1. Exactement, c'est une personne sur deux a cette mutation. Les autres, c'est entre 10 et 20-25%. Donc, c'est pas rien, c'est assez fréquent. Donc, déjà, commencer par améliorer son style de vie. Améliorer son style de vie, ben, tout le monde sait à peu près comment, mais personne ne le fait. Enfin, rares sont ceux qui le font bien. Donc, manger propre, D'accord. ça veut pas dire manger de la nourriture qui coûte extrêmement cher ou manger propre, c'est tout simplement éviter les aliments trop raffinés, manger plus de fibres, manger plus de fruits et de légumes, ne pas négliger l'apport protéique. Voilà, donc manger les aliments classiques, les 5 groupes d'aliments classiques, les aliments protéinés, glucidiques de bonne qualité avec donc par exemple des céréales complètes et puis les aliments lipidiques et les fruits et les légumes, préférer plutôt des laitages fermentés, parce que la fermentation du lait permet quand même de métaboliser par les bactéries qui fermentent le lait une bonne partie des toxines et des déchets qu'il y a dans le lait. Voilà, et puis éviter tout ce qui est trop raffiné, que ce soit trop sucré, trop riche en farine raffinée ou trop riche en mauvaise graisse. Ça, c'est la base, en fait. Et puis après, vient aussi tous les autres facteurs du style de vie, notamment une activité physique régulière,
C'est quelque chose comme 30 minutes par jour de marche ou équivalent ou un peu plus, un peu moins en fonction de ce que peuvent faire les gens en pratique ou en fonction de leurs conditions physiques. Également, donc, bien dormir et apprendre à gérer sans stress. Donc, il y a des choses qui sont très simples à faire, des exercices physiques et respiratoires, la cohérence cardiaque, par exemple, la méditation également, tout un tas de choses qui permettent de réduire le stress et d'améliorer le sommeil. Le sommeil est un exemple très particulier ici. Si on prend un exemple précis par rapport au sommeil, une personne qui ne dort pas, par exemple, une ou deux nuits, juste une ou deux nuits successivement, son foie diminue de sa capacité à détoxifier de 2 à 3 fois sur les quelques jours qui suivent. Et on le voit très bien. La plupart des personnes qui ont eu des infections, par exemple des infections aiguës, pas forcément des infections très graves, mais peut-être aussi, remarquent aussi peut-être que ces infections sont plus susceptibles d'apparaître juste après une mauvaise nuit de sommeil ou quelques mauvaises nuits de sommeil. Donc c'est tout simplement dû au fait que le système immunitaire est complètement affaibli. La quantité de macrophages, la quantité de lymphocytes qu'on produit suite à une mauvaise nuit de sommeil ou quelques mauvaises nuits de sommeil est diminuée de plusieurs fois par rapport à quelqu'un qui dort relativement bien. Donc ça, c'est très important. Et alors, pour tout ce qui est micronutrition, ben, c'est toujours la base. Donc, on a besoin, puisque les polluants produisent beaucoup de stress oxydatif, beaucoup d'inflammation également. Donc, on a besoin de composés qui sont des composés phytonutritionnels, qui sont des antioxydants et des anti-inflammatoires. Si tu peux donner des exemples, Voilà. voilà, si tu peux reprendre, Oui. si tu peux nous donner des conseils en fait concrets. Là, je vois une personne qui demande une présentation de ce que tu peux donner comme conseil. Si tu as quelque chose à nous partager, peut-être. Oui, bien sûr, sur tout ce qui est antioxydants. Alors, avant de passer à des antioxydants donc micronutritionnels, donc sous forme de compléments alimentaires, on a beaucoup d'antioxydants dans l'alimentation. Donc, c'est en fait les exemples que j'avais donnés tout à l'heure et les conseils. Donc, le fait de manger plus de fruits et de légumes avec plus de fibres. Bon, ça apporte beaucoup de polyphénol. Voilà. Donc, les aliments riches en vitamine C, par exemple, ou la vitamine C également sous forme de compléments alimentaires également. Tout ce qui est anti-inflammatoire, donc des polyphénols, fruits et légumes sont extrêmement riches en polyphénols. Anti-inflammatoires, donc oméga 3, oméga 9. Oméga 3, on trouve dans le poisson. Oméga 9, on trouve plutôt dans l'huile d'olive. Donc, et alors, bien entendu, tous ces composés-là peuvent être pris également en supplémentation si la personne n'arrive pas à manger suffisamment de tel ou tel aliment. On a une problématique par rapport au poisson, par exemple. On peut pas manger du poisson tous les jours, même s'il est disponible, parce il y a le problème de pollution du poisson par du mercure notamment. Et donc, le bon compromis, c'est 2, 3 fois par semaine maximum. Donc, c'est pour ça que dans certaines phases, par exemple, où il fait très froid, ou chez les personnes qui sont à risque, qui ont beaucoup de maladies métaboliques, ils peuvent, à ce moment-là, ça serait bien de prendre des oméga 3 en complément alimentaire parce qu'il manque au niveau de l'alimentation et que la meilleure source d'oméga 3, en quelque sorte, c'est les sources d'origine animale, donc notamment le poisson. Et alors, sinon, mis à part ça, il y a aussi un groupe d'aliments extrêmement important que sont les crucifères. Donc, les brocolis et les choux, et les radis et les navets, et puis tout ce qui est également soufré, ail, oignon. Ça permet de stimuler la détoxification hépatique, extrêmement important pour bien détoxifier. Rien que le brocoli, c'est un super aliment pour la détoxification et donc pour faire face aux polluants. Donc sinon, j'avais parlé très rapidement tout à l'heure du microbiote. Oui. L'interaction avec le microbiote et les polluants est majeure. Le microbiote, au niveau intestinal ou au niveau pulmonaire ou au niveau de n'importe quelle muqueuse de l'organisme, peut jouer un certain rôle au niveau de la détoxification en amont, avant l'absorption, avant le passage dans le sang,
de ces polluants, parce que le microbiote étant composé d'un certain nombre de bactéries, etc., de tout un tas de micro-organismes, tous ces micro-organismes ont leur système de détoxification. Alors, c'est pas D'accord. une détoxification qui est comparable à celle du C'est foie, du foie, oui. voilà, mais ça joue quand même un rôle. Si on veut donner une estimation, c'est entre 10 et 15%. Entre 10 et 15% des polluants Mhm. qui passent, par exemple, par l'intestin, chez quelqu'un qui a un microbiote, je ne dirais pas un microbiote qui est parfaitement équilibré, parce que ça, c'est rare d'en trouver, mais même un microbiote qui fonctionne à peu près plus ou moins bien, on va avoir quand même une détoxification de 10 à 15% Mhm. des polluants, et dont une partie va passer dans les selles et ne pas être absorbée, et l'autre partie, même si elle est absorbée, elle va s'éliminer très rapidement au niveau rénal et au niveau de la bile, alors que pour le reste, c'est le foie qui va détoxifier et ensuite ça va être éliminé. Donc il faut veiller à un bon fonctionnement hépatique, comme je disais, grâce aux anti-inflammatoires, antioxydants et surtout les crucifères. Et D'accord. alors, le microbiote, c'est aussi ce que je disais. Donc, il y a les fibres extrêmement Les importants fibres, et il oui. y a les produits laitiers fermentés. C'est pour ça qu'il faut pas les négliger, les produits laitiers. Ou des légumes fermentés, de Ouais, ou les légumes lactofermentation. fermentés, Voilà. exactement. Pour ceux qui aiment bien les légumes fermentés, la choucroute, les cornichons, etc. Tout ça, c'est excellent pour le microbiote. Entretenir le Et microbiote, oui. exactement. Et alors, il y a aussi les probiotiques, Oui, voilà. qui peut être intéressant aussi. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme probiotique dans l'alimentation, justement, pour entretenir, pour nourrir ce microbiote disponible, en fait, chez chacun de nous? Qu'est-ce que tu peux donner comme exemple? Les Pour prébiotiques, je veux l'alimentation, dire. Les les prébiotiques. prébiotiques dans Voilà. l'alimentation, ce sont tous les fruits et les légumes Alors, on crus. va définir les prébiotiques. Excuse-moi, Amine, si tu Oui. peux donner une définition. Alors, les prébiotiques, c'est des sucres complexes qui sont, on va dire, en théorie, impossibles à digérer. Donc, Mhm. c'est de la cellulose, en réalité. D'accord. D'accord. Mais, je dis bien en théorie, mais en pratique, on a quelque part deux sortes de prébiotiques. On a les sucres complexes, qui ne sont pas digestes du tout. C'est de la pure cellulose ou de la semi-cellulose, ou en tout cas des dérivés de cellulose qui sont extrêmement complexes et qui sont, voilà, par exemple, on peut les retrouver dans les carottes, dans les légumes verts en général. Ces fibres-là, on les appelle les fibres insolubles. Ça D'accord. sert à nourrir le microbiote parce que c'est pas digéré par nos enzymes, donc ça sert à faire manger le microbiote et en même temps, après, ça sert aussi à accélérer le transit intestinal et éviter la constipation. Et alors, il y a l'autre classe de prébiotiques qu'on appelle les prébiotiques solubles. Et Mhm. ceux-là, on les retrouve dans certaines graines, par exemple, comme le psyllium, comme d'autres graines. Et il y en a plein, l'avoine, par exemple, les graines de chia également, etc. Donc, toutes ces graines-là contiennent en partie uniquement, certaines fibres qui sont complexes, mais pas suffisamment complexes. Donc, on peut les dégrader partiellement. Ça sert à nourrir le microbiote aussi, mais ça s'absorbe également et ça stabilise la glycémie et ça diminue l'inflammation. Donc ça aussi, ça a un impact majeur également sur la capacité du système immunitaire à faire face aux polluants. Et donc, tous ces prébiotiques-là, on les retrouve dans les aliments d'origine végétale. Les céréales complètes, par exemple, en général, on contiennent plus ou moins partiellement donc des prébiotiques solubles et des prébiotiques insolubles. Et on fait pas la distinction en fait. Hein. Ici, tous les prébiotiques sont Bon, bons, bon, tout à fait. voilà. Et pour les probiotiques, par contre, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est les aliments lactofermentés, donc que ce soit des produits laitiers fermentés. Le meilleur aliment lactofermenté reste le lait caillé. Mhm. Et puis ensuite viennent les yaourts et puis le petit lait après. D'accord. Voilà. Et puis au même niveau, on mettrait au même niveau aussi les légumes lactofermentés, mais ça c'est pas quelque chose que tout le monde a la possibilité de le consommer vu que chacun a des goûts un peu différents. D'accord. Très bien. Bah, écoute, donc c'est assez clair. Là, j'ai des questions pour toi, Amine. Donc, Bien sûr. voilà. Donc, si on pose la question par rapport au brocoli, la meilleure manière de pouvoir en bénéficier en tant que, pour avoir le maximum de bénéfices pour les bienfaits détoxifiants. Excellente question. Le brocoli, le mieux c'est de le consommer cru.
bien entendu, puisqu'on cherche plutôt les organosoufrés qu'il contient, le soufre organique qu'il contient, et le soufre organique en général se dégrade très rapidement par la chaleur. Donc, soit on le cuit à moitié, d'accord? Donc, pour donner un ordre d'idée, c'est quand on a cuit le brocoli jusqu'à ce qu'il commence à devenir jaune, c'est qu'il a perdu à peu près la moitié de ses organosoufrés. Pas lorsqu'il est devenu jaune. Lorsqu'il est Ben oui, devenu jaune, il reste plus rien. il reste plus Lorsqu'il rien. commence à devenir jaune, lorsqu'il vire vers le jaune, D'accord. là, on a perdu déjà la moitié. Donc, il faut cuire si on veut cuire le brocoli, il faut le cuire à la vapeur à moitié. Il reste croquant et il reste vert, bien vert. Et là, oui, on a à peu près les 90% ou un peu plus d'organosoufrés qu'il contient. Ou alors, le mieux, c'est de le consommer en salade crue ou même en jus. Oui, En pour les jus, pour jus. certains, ça peut être un peu, ça dépend des goûts, mais en jus aussi, c'est excellent. D'accord. Et voilà. Et puis il y a les extraits également, les extraits de brocoli, mais ça, on les utilise plutôt en micronutrition pour résoudre certaines problématiques précises. Des problèmes particuliers. Alors, une autre question, la fréquence, en fait. La fréquence pour les crucifères, en fait. Est-ce que c'est tous les jours ou Oui, on peut consommer les crucifères tous les jours. Alors, il faut juste faire attention à tous ceux qui ont des problèmes de thyroïde. Oui, justement. Voilà, l'hypothyroïdie. Alors, on peut toujours consommer une portion, une demi-portion de crucifères, hein, donc il n'y a pas, il y a pas de problème. Et quand il y a un problème de thyroïde, le mieux c'est de consommer plutôt tout ce qui est, oui, crucifères cuits ou semi-cuits. Mhm. Même si on va pas bénéficier complètement et entièrement on va dire des soufrés que ça contient, mais on va bénéficier quand même d'une partie des soufrés. Donc Mhm. ça c'est important de le préciser. Il faut juste faire attention, comme je disais, au fait que une personne qui est sous traitement, qui est donc en hypothyroïdie et qui est en plus sous traitement, il peut y avoir aussi des interactions avec les crucifères si on mange trop de crucifères. Donc là, c'est la seule chose à laquelle on peut faire attention. Mais sinon, le reste, on peut les consommer modérément, bien entendu, plus ou moins, Mhm. en fonction des goûts de chacun et de la capacité de chacun à consommer. D'accord. Pour le partage d'écran, Oui, alors il y a normalement, non, oui, j'allais vous voilà, partager juste, hop, voilà, ça devrait aller comme ça, je crois. Voilà. parfait. Alors, une autre question, Amine, c'est concernant le kéfir. Ce que tu en penses, est-ce que ça peut être dans le même, est-ce que par rapport aux aliments lactofermentés, Oui, voilà, par rapport à, c'est comment tu peux le classé comme, classifier, enfin, voilà. oui, c'est classé comme un aliment lactofermenté. Alors, on a deux types de kéfir. On a le kéfir d'eau. On a aussi le kéfir de fruits. Le kéfir de fruits, le kéfir d'eau, c'est le kéfir de fruits. Et on a aussi le kéfir de lait. Donc, on a ces deux types-là. Le kéfir de lait, ben, c'est du lait dans lequel on met les graines de kéfir et les graines de kéfir ne contiennent pas de bactéries, ça contient plutôt des champignons. C'est un peu l'équivalent donc du petit lait. Mhm, Le petit lait étant fermenté avec des bactéries, le kéfir étant plutôt fermenté avec des champignons, des levures, des champignons, qui sont saprophytes, hein. Donc, il est d'origine plutôt, oui, Europe de l'Est, Bulgarie, et donc on le classe avec les produits laitiers fermentés. Le kéfir d'eau de fruits, c'est autre chose, bien qu'on utilise des composés aussi, donc des petites graines également qui contiennent aussi des champignons. Et comme son nom l'indique, kéfir d'eau ou kéfir de fruits, ben, on utilise de l'eau, on utilise des fruits pour le produire et ça a un goût un peu acidulé, aussi un peu sucré parce qu'on met du sucre dedans et également un peu pétillant. Donc ça permet pour certains, en tout cas pour certains, de remplacer un peu les boissons gazeuses et les boissons sucrées et en même temps d'avoir un effet majeur sur le microbiote. Donc ce sont deux types de kéfir qui sont excellents pour le microbiote. d'accord.
Une autre question pour les personnes en fait qui sont intolérants au lait, qu'est-ce que vous proposez? Ça dépend. S'il s'agit d'une intolérance au lactose, le fait de consommer des produits laitiers fermentés ne pose aucun problème parce qu'il n'y a pas de lactose dans les produits fermentés. En tout cas, il y en a très peu, mais il y en a tellement peu que même les personnes intolérantes au lactose n'auront aucun problème. C'est très rare d'avoir des intolérances aux protéines de lait ou aux graisses. À ce moment-là, ces personnes-là ne pourront pas prendre des produits laitiers, même s'ils sont fermentés. Et alors, il faut se tourner vers d'autres alternatives qu'on avait citées auparavant, donc notamment des légumes lactofermentés. Est-ce que tu as une proposition pour laver les légumes, justement, contrer ces problèmes de pollution et de... Après, quand les gens ont la possibilité de prendre des plus bio, c'est bien, mais quand c'est pas possible, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir diminuer cette pollution? Bien sûr. Les produits bio sont excellents. Mais très souvent, ça coûte plus cher. Et donc, oui, pour les pesticides, en fait, il y a c'est pas trois types de pesticides, mais trois localisations des pesticides au niveau du fruit ou du légume. Donc, vous avez les pesticides qui, avec rinçage, simplement, vont s'enlever, qui sont en fait sur la surface du fruit ou du légume. Vous avez les pesticides qui sont dans la peau. Ceux-là peuvent être enlevés en enlevant la peau, hein, ou peut-être en mettant un petit peu, pas trop longtemps non plus, parce qu'il y a donc au niveau du vinaigre, dans de l'eau avec du vinaigre ou du bicarbonate, mais le problème avec ça aussi, c'est que si on laisse trop longtemps, on perd également les nutriments, on perd une partie des nutriments. Donc il y a quand même un certain, si vous voulez, un certain équilibre à avoir. Et donc la meilleure manière de se débarrasser de ces pesticides-là, c'est d'enlever la peau, tout simplement. Et vous avez les pesticides qui sont dans l'aliment, dans le fruit ou dans le légume. Ceux-là ne peuvent pas s'enlever. En tout cas, ne peuvent pas s'enlever sans dégrader la qualité nutritionnelle de l'aliment. Donc, comme je le disais, on peut mettre dans de l'eau avec du vinaigre ou de la bicarbonate ou plein d'autres trucs. On peut mettre de l'acide citrique dedans ou des choses comme ça, mais ça restera dedans et il y aura une partie qui va sortir, mais avec cette partie, il y a aussi les nutriments ou une partie des nutriments qui va sortir. Donc on peut pas se débarrasser complètement des pesticides. Il n'y a pas de solution miracle. On peut diminuer déjà la quantité de pesticides et déjà parfois on trouve des fruits ou des légumes, par exemple des pommes ou des poires par exemple, ou même alors des dattes, des raisins par exemple, des baies qui sont très très pollués en pesticides et on le voit à l'extérieur. On voit bien si vous rincez bien l'aliment, ce qui va être difficile à faire pour les fruits, les petits fruits comme par exemple les raisins. Si on les rince bien et qu'ensuite on essuie après un par un avant de manger, vous allez voir ce qui sort dans la serviette ou dans le papier. Donc il faut faire ça déjà pour commencer et là on aura enlevé une bonne partie des pesticides. Maintenant ce qu'il y a dans l'aliment, on peut pas l'enlever. Ok, d'accord. Alors une autre question par rapport aux légumes congelés, qu'est-ce que tu en penses, Amine, par rapport à la valeur nutritionnelle? Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup de choses de ces légumes. Les légumes congelés ou même surgelés, pour moi, ça garde leur valeur nutritionnelle. Je parlais ici de la valeur nutritionnelle strictement parlant, hein, parce qu'on peut partir sur d'autres débats de la fraîcheur de l'aliment, de l'énergie qu'il dégage et toutes ces choses-là. Moi, je vous parle ici strictement de la valeur nutritionnelle et micronutritionnelle. Ça ne change pas. C'est la même chose. Maintenant, il y a aussi un biais que cette question ne prend pas en compte. C'est celui, en fait, de la qualité initiale de l'aliment qui a été congelé ou surgelé. Voilà, quand on achète des surgelés en général, on pense que c'est de mauvaise qualité. Peut-être à raison pas parce que la surgélation produit ça, mais parce que les aliments à l'état avant la surgélation étaient déjà de base de mauvaise qualité.
c'est possible. D'accord. Donc effectivement, autant préconiser donc des légumes frais. Exactement. Donc, alors, ici, j'ai une question par rapport à la châtaigne. Est très riche, qu'en pensez-vous? Mais après, je ne sais pas riche de quoi. Donc, je vais Oui. demander à Valérie peut-être de préciser sa question par rapport à la châtaigne. Et aussi une autre question sur les pesticides en tant que perturbateurs endocriniens. Donc, ton avis là-dessus? Oui, oui, enfin, ça dépend. Quand on dit les pesticides, il y en a plein. D'accord. On parle en général pesticides en général. Bon, imagine qu'on fait référence à un pesticide qui est très connu, le glyphosate. Mhm. Oui, bon, c'est aussi un perturbateur endocrinien. Il n'y a pas que les pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Il y a aussi tout ce qui est tout ce qui émane des hydrocarbures en général. On a par exemple une molécule qu'on appelle le bisphénol A qu'on trouve dans les bouteilles de plastique, Oui, en entre plastique, oui. autres. Voilà. Oui. Mhm. Qui est aussi un puissant accélérateur de l'aromatase à propos d'œstrogène, et c'est très nocif à la fois chez la femme et chez l'homme. Oui, et puis le glyphosate aussi est un perturbateur endocrinien, mais je dirais aussi, peut-être que je vais dire quelque chose ici qui va pas plaire à certains, le glyphosate c'est très toxique, c'est extrêmement toxique. Vous avez d'autres pesticides qui sont encore plus toxiques que le glyphosate. Si on fait une classification des différents pesticides qui existent actuellement, le glyphosate est le moins toxique parmi ceux-là. Mais ça reste pas le pire, mais ça reste aussi très toxique. Voilà, donc pour situer un petit peu les choses. Oui, bon, c'est des perturbateurs endocriniens. Là, on n'est pas justement, on n'est pas en train de dire ceci est toxique, cela est toxique, etc. Et puis vers la fin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vers la fin? Donc, on est en train juste d'énumérer les problématiques. Euh, Là, on parle de solutions. Oui, de conduite à tenir, tout à Voilà. fait. Et ça m'amène aussi à dire quelque chose de très important. Oui, l'environnement est pollué. C'est comme ça. Le mieux, c'est euh, d'améliorer la qualité de l'environnement et de diminuer la pollution. Mais en attendant, il n'y a pas que l'environnement. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer l'organisme humain comme une sorte de récipient ou de citerne. On met tout dedans et à la fin, on retrouve tout dedans. L'organisme humain a beaucoup de systèmes de défense et justement, il faut renforcer ces systèmes de défense. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'exposer tout le temps à la pollution quand on peut se soustraire. Du moins en partie, c'est très bien, mais il faut pas en faire quelque chose de, on va dire, de dramatique. Il faut juste agir. Il faut juste faire le nécessaire pour que le foie fonctionne bien et détoxifie bien, pour que les organes d'élimination éliminent bien, pour que le système immunitaire, parce que le système immunitaire, on n'a pas eu le temps de discuter de tout ça, mais le système immunitaire a un rôle majeur dans l'élimination des substances toxiques, des polluants. Les macrophages, par exemple, ou les polynucléaires, ont un rôle majeur. Ils détruisent en fait beaucoup de polluants. Il y a aussi donc le système respiratoire. On parle toujours du système intestinal avec le microbiote et tout, mais le système respiratoire est très exposé aux polluants. Il y a un microbiote au niveau respiratoire et il y a aussi un système immunitaire qui est situé euh, au niveau du système respiratoire. Et donc tous ces systèmes-là s'améliorent juste avec le style de vie. Si certains d'entre vous sont venus ici pour entendre des solutions qu'ils ne connaîtraient pas, ben, vous êtes peut-être déçus. C'est comme ça en fait. C'est des mesures de style de vie classiques, normales, que tout le monde devrait faire et que beaucoup ne font pas, qui vont D'accord. permettre du moins de résoudre ce problème de pollution, du moins partiellement. Donc, si je comprends bien, donc agir, enfin agir en amont comme on peut, et en même temps renforcer en fait la détoxification, diminuer l'inflammation et renforcer le système immunitaire. Alors, les solutions pour renforcer le système immunitaire. Donc là, il y a Valérie qui a précisé que la châtaigne augmentait en fait l'immunité. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ce qu'elle a précisé. Qu'elle était riche en nutriments qui renforçaient l'immunité. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous proposer, toi, justement, pour renforcer le système immunitaire? Oui, enfin, la châtaigne, c'est un excellent aliment.
Après, faut pas non plus se baser que sur la châtaigne pour renforcer son système immunitaire. Donc, tous les aliments sont très bien pour l'immunité. Les aliments, je vais prendre exprès un exemple qui est un peu controversé parfois. Les aliments protéinés sont aussi extrêmement importants pour le système immunitaire. Donc là, je rebondis sur ta question. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer le système immunitaire? La première chose, ce sont les protéines. La première chose, ce sont les protéines. Et je le répète encore, quelqu'un qui est très malade, qui a une infection grave, ou une personne âgée qui a un système immunitaire qui est très faible, très affaibli, et qui a un faible statut protéique, ben, elle augmente, elle décuple son risque d'avoir d'autres infections et que cette infection progresse et devienne de plus en plus sévère. Donc les protéines, ensuite vient le reste. Donc c'est très important de le dire. Le reste, ben, ce sont tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, plus surtout la vitamine C, la vitamine D, le zinc. Donc toutes ces choses-là, on les trouve dans l'alimentation quand elle est équilibrée, mais on peut, afin de renforcer le système immunitaire, de temps en temps faire des cures de supplémentation, notamment de vitamine D, même si au Maroc il y a beaucoup de soleil, mais il y a de plus en plus, en parallèle, de plus en plus de sédentarité. Et la sédentarité, ben, ça crée quand même un déficit en vitamine D, d'autant plus que en Méditerranée, ce soit la rive sud ou la rive nord, peu importe, on a un très mauvais métabolisme de la vitamine D. Contrairement à donc des pays qui sont situés plus au sud, donc l'Afrique noire, ou des pays qui sont situés plus au nord, euh, pas forcément uniquement les pays scandinaves, mais les pays qui sont situés plus au nord que la rive nord de la Méditerranée, là on a des capacités métaboliques qui sont un peu différentes par rapport au métabolisme de la vitamine D. Par exemple, les pays du Nord ont des mécanismes métaboliques d'économie de la vitamine D. Donc, ils peuvent fonctionner, leur organisme peut fonctionner correctement avec des petites quantités de vitamine D, ce qu'on n'a pas donc en Méditerranée, dans les populations méditerranéennes. Et donc les populations d'Afrique noire, ils ont beaucoup de soleil, ils ont moins de sédentarité, même s'ils en ont de plus en plus, et ils ont aussi la mélanine qui permet de protéger la peau des rayons UV qui servent notamment à produire la vitamine D, mais qui sont aussi nocives pour la peau. Ce qu'on n'a pas non plus, ou ce qu'on a moins du moins, au niveau des pays méditerranéens. Donc par rapport à la vitamine D, c'est extrêmement important d'aller voir son médecin et de demander un dosage de vitamine D et de se supplémenter lorsque ce dosage est inférieur aux normes. Et donc là, j'ai cité les trois principaux micronutriments pour pas rentrer dans des détails encore plus complexes, mais donc vitamine D, vitamine C, zinc. Alors, une autre question par rapport aux poissons surgelés. Est-ce qu'ils gardent la même valeur nutritionnelle, du moins pour les oméga 3? Oui. 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 Alors, ça dépend maintenant de la durée sur gélation, parce que les oméga 3 peuvent et comment ont été fait donc le stockage de ces produits-là. Ça dépend aussi, et ça me permet de dire quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport aux produits surgelés. Il y a aussi des additifs qu'on met dedans également, qui peuvent être des conservateurs ou autres dedans. Ces additifs-là peuvent justement, parfois, pas toujours, mais parfois peuvent être nocifs pour certains. Donc, mais pour les oméga 3, oui, si on est assez loin de la date d'expiration du produit, assez loin, c'est-à-dire, on va dire quelque chose comme plusieurs mois, 6 mois ou plus. Oui, il est fort probable qu'on ait la quantité, pas la totalité de la quantité d'oméga 3 qu'on trouverait dans un poisson frais, mais qu'on ait une bonne partie des oméga 3 qui restent là. Après, il est clair que les oméga 3, malgré qu'ils soient anti-inflammatoires, mais ils peuvent s'oxyder assez facilement, surtout les oméga 3 des poissons. Ça peut s'oxyder assez facilement. C'est pour ça que je disais comment ça a été euh, emballé, comment ça a été stocké, et également pour combien de temps. Ça, c'est des questions
Et, Oui, après, évidemment, voilà, c'est un peu complexe de répondre à ces questions-là, même pour le consommateur. il n'y a aucune information d'ailleurs sur le packaging à ce niveau-là. Donc, La date d'expiration, mis à oui, part ça, ouais. oui, exactement. Alors, je vais prendre, j'ai encore deux questions et puis je crois qu'on va, leur tourne assez rapidement. Donc là, j'ai par rapport au microbiote respiratoire amine, est-ce que c'est la même chose pour l'entretenir? Est-ce que c'est la même chose que le microbiote intestinal? On me pose la question, comment renforcer le microbiote respiratoire? Quand on renforce le microbiote intestinal, tout le reste se rééquilibre. Parce que le microbiote intestinal, c'est le centre de gravité de tous les microbiotes. On a là 95% de tous les micro-organismes qu'on a dans l'organisme en général, hein. Donc, il faut se baser plus sur le microbiote intestinal et le reste va se renforcer. Les microbiotes, dans leur localisation différente, communiquent entre eux pas directement, mais indirectement à travers les fluides du corps. Donc, il y a différentes voies endocriniennes, immunitaires, sanguines et même nerveuses qui mettent en lien un microbiote localisé dans un endroit précis, par exemple l'intestin, avec l'organisme, avec les différentes cellules de l'organisme et avec les autres microbiotes localisés ailleurs aussi. Donc, oui. Et puis, encore une fois, le sommeil et physique sont deux choses indispensables et aussi importantes que l'alimentation et tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et qui permettent de rééquilibrer le microbiote sur le moyen et long terme. Tous les microbiotes, sans exception. Alors, une autre question par rapport à la stérilisation. Quand on veut conserver des nutriments dans des bocaux, qui sont amenés à être stérilisés à 100 degrés, est-ce que ça va conserver leur valeur nutritionnelle? À 100 degrés, non. Partie, ça, On va en perdre, hein. ouais, on va perdre à peu près une partie oui, une bonne partie des vitamines, notamment des organosoufrés. Par contre, par exemple, les polyphénols, les caroténoïdes et bon, on n'a pas beaucoup d'alcaloïdes et de terpènes dans les aliments, mais on en a un petit peu. Donc, tous ces groupes de composés phytonutritionnels restent et voire même augmentent quand on chauffe l'aliment. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche dans l'aliment. Est-ce qu'on cherche plutôt les polyphénols et les caroténoïdes ou est-ce qu'on cherche plutôt les vitamines? Le plus connu, c'est l'exemple de la tomate avec le lycopène. Plus on chauffe la tomate, plus on obtient de lycopène parce que le lycopène est dans les fibres et quand on chauffe, on détruit les fibres et le lycopène se diffuse plus. Donc, on a plus de lycopène disponible dans les sauces tomates que dans les tomates. Bien que les tomates contiennent aussi un tas d'autres nutriments qui sont intéressants également. Ça contient pas que le lycopène et c'est pour ça qu'on doit prendre la tomate à la fois crue et cuite. Donc, ça dépend. Oui, pour les vitamines, je ne dirais pas qu'il restera zéro quantité de vitamines. Il va y en avoir de toutes les façons. Mais on va dire qu'une bonne partie vont être dégradées par le fait de chauffer jusqu'à 100 degrés, oui. D'accord. Ben, écoute, je suis en train de revoir les questions. Je crois que j'ai fait le tour un peu de différentes questions. Et puis juste pour annoncer, pour le 25 novembre, on a une journée colloque en ligne, comme vous le voyez ici, dans le cadre de ICNS, donc le Congrès international des sciences de la nutrition. On a certainement ici des participants qui étaient avec nous début mars dernier. Sur la première édition du d'ICNS. Et donc là, il s'agit en fait d'une journée colloque scientifique qui a été demandée par beaucoup d'entre vous, dans laquelle on va présenter donc le bilan du congrès, les recommandations du congrès. On va présenter également les publications scientifiques à la suite du congrès, parce qu'il y en a. Et également, bien entendu, dans le programme scientifique, on va avoir l'intervention également d'éminents conférenciers, médecins et chercheurs qui vont présenter des cas cliniques de la prise en charge du cancer, donc notamment professeur Fadela Cohen qui va présenter une partie sur la dénutrition, docteur Stéphane Rizimon également qui va parler d'hormonologie en rapport avec le cancer et docteur Lucie Wetchoko qui va parler de l'histamine et son rôle dans le cancer.
Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez le téléphone WhatsApp et vous avez Dr Tissem Fejmoti qui pourrait vous informer là-dessus. Et vous avez la page Facebook Somna également. Oui, voilà, justement, une question qui a été posée par rapport au replay donc de cette première émission. Alors, on a la page Somna sur Facebook où vous allez retrouver le replay de cette émission. Cette émission est un rendez-vous mensuel. Donc, je vais vous demander, on n'a pas encore programmé la prochaine thématique, donc qui aura lieu le mois prochain, mais on va rester à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à proposer des thématiques sur la page Facebook donc de Somna. Et on va justement jeter un coup d'œil et en fonction de vos demandes, on va répondre. Donc, on vous demande d'aller sur la page Facebook. Vous aurez le replay de la première émission et en même temps, vous pouvez interagir, poser des thématiques qui vous intéressent. On sera aussi amené en dehors d'une émission par mois, on sera amené aussi ponctuellement à avoir des rendez-vous ponctuels, peut-être par rapport à des demandes particulières. Donc, c'est bien de rester voilà, en contact avec la page pour avoir toutes les informations. Maintenant, concernant le congrès, pareil, je reste à votre disposition pour toutes les informations complémentaires. Donc, mon téléphone est sur la fiche. Sinon, j'ai vu qu'une personne ne recevait pas notre mail. Alors, n'hésitez pas à partager votre mail. Comme ça, on pourra vous mettre dans la base de données et vous permettre de recevoir régulièrement toutes les informations. Parce qu'on est amené prochainement aussi à vous proposer aussi des conférences très intéressantes. Donc, restez avec nous et suivez-nous par rapport à tout ce qu'on va vous proposer. En tout cas, merci de votre présence. Merci Amine pour toutes ces informations très enrichissantes. Merci à toi aussi, Tissem. Voilà. Et l'idée, c'est pareil, donc d'avancer et d'avoir un maximum d'informations sur cette science qui est extraordinaire, des sciences de la nutrition et de la micro. Merci beaucoup et on vous dit alors à très bientôt.